OGM, Organisation de gangsters et de manipulateurs, par Éric Vincent. Dans le quartier général des forces vives du libéralisme, une agitation sans précédent régnait. Il venait d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. La belle affaire. Nicolas s'ajoutait à la cohorte des assoiffés de pouvoir, déterminés à ronger son eau jusqu'à la moelle. Les sondages le donnaient gagnant au premier tour comme au second. La juste récompense d'une stratégie de campagne huilée à la perfection ou le résultat d'une combine diabolique? À voir. La République, autrefois phare de l'intelligence, de la culture, de la recherche de pointe, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Une ruine économique épuisée par la tyrannie militaire américaine associée à la prédominance politico-commerciale et les concurrences asiatiques déloyales basées sur l'exploitation des masses ouvrières asservies. Depuis des décennies, chaque élection prenait le chemin du pugilat, de la cour de récréation pour énarques orgueilleux au cerveau énucléé, à grand renfort de petites phrases mesquines et de bassesses étalées en place publique, téléguidées par les renseignements généraux inféodés au pouvoir en place. La France, navire en perdition, échoué sur les esquifs de la paupérisation et de la mondialisation, agonisait. La campagne à venir s'annonçait comme la plus creuse, la plus inepte et la plus mensongère de toute l'histoire de la Ve République. Aucun candidat n'avait le cran de se montrer, le couteau de chasse entre les dents et la gibecière de propositions bien écrites en vue. Ils avaient tous pris des cours de prestidigitation pour enfumer la population de promesses irréelles. Le plus bel exemple avait été la signature à l'unanimité du pacte écologique d'une des rares figures crédibles dans le paysage audiovisuel. D'aucuns n'auraient manqué le showroom, les déclarations d'intention, le paraphe sur le tableau d'honneur et les petits fours de la fiesta. Ils y étaient tous, de la gauche à la droite en passant par le centre. Dans quelques mois, l'heureux élu, le roi de France, du chef-d'œuvre en péril, jetterait son blanc-seing aux oubliettes, et l'emblématique défenseur de la terre, le chantre de la planète Ushuaïa, n'aurait plus que ses yeux pour pleurer des larmes chargées de mercure, de toluène et de plomb. Dans le quartier général de Nicolas, la valse des guignols se réglait à trois temps au rythme des communiqués de presse des péteux d'HEC recrutés comme stagiaires corvéables et malléables à souhait. Allons donc. Nicolas prônait une France du travail où chaque salarié pourrait besogner davantage et être rémunéré à la hauteur de ses efforts. Et voilà que le candidat, à l'instar des grands pontes de l'industrie, des services et des fleurons des entreprises françaises, soudoyait des élèves de la prestigieuse école en les propulsant à des postes à haute responsabilité pour parfois moins que le SMIC. Bel exemple. Un type à la mine patibulaire montra patte blanche à une armada de gorilles au veston bon marché déformé par leur artillerie. Un des molosses apposa son pouce sur une plaque et s'identifia aussi grâce à son empreinte rétinienne et vocale. Une porte blindée s'escamota dans la muraille de béton. L'homme à l'allure de Barbouze s'infiltra dans le bolcos de science-fiction. Écran plasma géant, informatique de pointe, moyens de renseignement sophistiqués, brouilleurs électroniques multiples, enregistreurs vocaux, visuels, couvrant chaque once de le terrain, l'antre de Nicolas était surréaliste. Il était là, le futur candidat, le loup aux crocs acérés, déterminé à dépecer ses ennemis coûte que coûte. Du moins était-ce le message et l'image qu'il distillait auprès des médias, de la population, grâce à son armada de la communication. Nicolas tourna la tête vers le baroudeur aux tempes grises, aux cheveux ras et à la mâchoire carrée. Découvrant les traits de son sbire, son homme de main et de confiance, il s'assombrit. Que se passe-t-il? Un nouveau candidat vient de se déclarer. Tant mieux. Plus il y aura de petits candidats, plus les voix sporadiques s'éparpilleront entre ces mange-merdes. Il est de gauche au moins? Bah si on veut. Ah, comment ça? Il est de gauche ou il est de droite? Disons qu'il est à gauche, mais contre tout le monde. Bah parfait, il a aucune chance d'obtenir ses 500 signatures et encore moins de se cristalliser des voix. Bah rien n'est moins sûr. Nicolas perdit son calme, comme si une racaille lui réclamait un modeste studio de 20 mètres carrés pour lui, sa femme et leurs 5 enfants au cœur même de Neuilly. Bah quoi? Qui est ce bordel? Il fustigea son valet du regard. Comme Nicolas était loin d'être complètement taré, encore qu'être ministre n'est pas un gage d'intelligence, il frissonna en devinant l'impensable, l'irraisonnable. Oh non, pas lui! Ne me dis pas que c'est cet enfoiré qui se présente. Si, monsieur, José se présente. Et merde! Nicolas entra dans une fureur noire, maltraitant tables, chaises, claviers et toutes ces babioles payées avec les cotisations des membres de son parti. Sincèrement, monsieur, il n'a aucune chance d'être élu, il ne peut pas vous souffler la victoire. Je m'en fous de la victoire. Le barbou se décomposa. Son candidat, son idole, que dis-je,
Son seigneur n'en avait rien à cirer de gagner. Et c'était le monde à l'envers. Il se hasarda à le questionner pour comprendre. Enfin, monsieur, vous faites bien campagne pour devenir président de la République, non? Bien sûr. Mais que je gagne, que François l'emporte, que Ségolène monte sur le trône, ça ne changera rien à l'affaire. Même si l'ogre du Front National, soutenu par ses ogres miniatures, devient président, l'issue sera identique. Mon contrat sera honoré. La politique libérale des États-Unis sera appliquée à 100%. Mais comment en être sûr? Je vais vous confier un secret. Les OGM. Les OGM. Je ne comprends pas, monsieur. Ça ne m'étonne pas. Je suis le président du plus grand parti de France, le détenteur des cordons de la bourse, le patron ad vitam aeternam des forces de police, et surtout, un vrai génie machiavélique inféodé aux États-Unis. Le barbouze ravala son orgueil et sa salive. Il était habitué à se faire remettre en place, c'est-à-dire au rôle de paillasson subalterne. Il ne se faisait plus d'illusions. Nicolas élu, il n'aurait pas un euro de plus par mois et bosserait 10 fois plus si c'était humainement faisable. Avec ce patron-là, il avait un avant-goût de ce qui l'attendait pour ses vacances à Mykonos. Le chef s'expliqua. Les Américains sont parvenus à isoler le gène du libéralisme absolu, très proche de celui de la connerie totale. Un coup de bol de la recherche scientifique qui a eu en main un échantillon de l'ADN de George Bush. La séquence génétique du libéralisme a été inscrite dans le maïs transgénique. Les premiers champs expérimentaux ont livré leur premier quintot d'épis il y a 4 ans. La population américaine a servi de cobaye. Essayez de deviner la suite. Vous avez obtenu des plans? Mieux que ça. L'un des chefs cuisiniers de Matignon est un agent de l'oncle Sam et inclut du maïs modifié dans ses menus selon mes instructions. Ségolène a été traitée. Bien sûr, comme cette poule adore picorer, elle a même fait une overdose de libéralisme absolu. Nicolas éclata de rire et réussit à placer entre deux soubresauts. Elle veut coller les profs à 35 heures pour pas un rond de plus. Si c'est pas de l'overdose, ça. Accompagné à l'homme de main pour ne pas vexer son boss. Mais les autres, si elles passent, ils ne sont pas forcément contaminés ou traités. Les autres, qui ça? Dominique, Laurent, Jacques? Ils bouffent du caviar à la louche, ces pignoufs. Ils sont aussi socialistes que le vieux François, tiens. Ils suivront leur Ségolène dans la baisse des impôts sur les sociétés et l'augmentation des taxes locales pour sucer la moelle des Français. Oui, à l'évidence, son équipe n'en a rien à foutre des Français, de l'écologie et de l'éducation nationale. Pas comme moi, je m'en bats les couilles. Du moment que mes potes palpent leurs dividendes en fin d'année, le reste je m'en tamponne. Il marqua une pause. Non, c'est le José qui m'emmerde. Les idéalistes, ça m'a toujours cassé les burnes. Ce crétin se ferait foutu de boire le lait de ses chèvres au pis pour être certain qu'aucun OGM ne s'est glissé dans la chaîne alimentaire. Impossible de contaminer. Il possède sûrement un gène spécial rejetant le libéralisme absolu. Non. Bon, après tout, qu'est-ce que j'ai à craindre de lui? Ah, qu'il ouvre juste sa gueule. Oui, bien entendu, c'est sa grande force. Il est crédité de 6% d'intention de vote. Quoi? Tu déconnes, c'est impossible. Ça voudrait dire que ses frais de campagne pourraient lui être remboursés. Ça risque de lui donner des ailes. Non, le mieux, c'est de lui trouver des grosses casseroles à lui accrocher au cul. Il est sous le coup de plusieurs procès et il faut les faire aboutir vite fait. Il a juré de faire campagne depuis sa cellule si on l'expédie en tôle. Et pire. Quoi encore? Nicolas était tendu comme le filin d'acier d'une arbalète. Mâchoire crispée et grommelée, pesté contre la mère Providence qui s'acharnait contre son destin de despote. Il a ses 500 signatures. Il a pris le soin de les obtenir en secret bien avant de déclarer sa candidature. Le petit enfoiré! Il a caché son jeu, moi qui croyais qu'il n'agissait qu'avec son cœur et ses bras, au nom des gens et de ses principes utopiques faisant fi de tout raisonnement monétariste. Eh bien non, il a aussi de la jugeote. Monsieur, il se murmure qu'il pourrait écrire et publier un programme complet dans les prochains jours. Le chantre du libéralisme, le patron de l'organisation des gangsters et des manipulateurs, s'abattit sur son fauteuil Pullman avec lourdeur. Un programme. Oh, quelle tuile, quelle déveine! Il l'a joué à l'ancienne en se projetant dans l'avenir, peut-être une vision sur une, voire 2 décennies. Quelle abomination! Un programme. Il va regrouper toutes les bonnes idées et trouver des financements. Comment? Les subventions de l'Europe vont pleuvoir. Nous pourrions le stopper, suggéra l'homme de main. Comment? Le loufia railla. Il n'est pas immortel. Un tracteur qui s'emballe, un accident de chasse, une pipe bourrée à la héroïne, une racaille du béton qui déteste la campagne, un hangar à meule de foin qui s'effondre. Les moyens et les idées ne manquent pas.
ou du pénicillium roquefortif relaté pour l'empoisonner. De quoi s'agit-il? Le chef s'abstint d'éclaircir ce point fromager. La noble moisissure du roquefort, fabriquée par l'égérie de la Confédération paysanne, pouvait être détournée et modifiée pour être fatale à José. Le héros du bon goût, du terroir, des méthodes ancestrales, empoisonné par ses propres produits, quelle ironie! Le concept le séduisait. Dire qu'il n'avait même pas fait appel à son armée de consultants et de marketeurs pour élaborer un tel stratagème. Il s'en réjouit intérieurement. Ses ordres fusèrent comme une torpille nucléaire du redoutable. Appelle-moi le chimiste. Je ne vous appelle plus boss, monsieur? Crétin, convoque le chimiste, j'ai une mission spéciale de la plus haute importance pour lui. Bien, monsieur. Le sbire s'empara d'un téléphone branché sur une ligne chiffrée inviolable, privilégiée. Bref, le genre de canal qu'aucun kidable, aussi puissant soit-il, même avec des bras longs comme ceux d'un poulpe, ne bénéficiait. Il obtient son correspondant et lui exposa la demande expresse de son supérieur direct. L'autre avait intérêt à rappliquer dardard s'il ne voulait pas bénéficier d'un redressement fiscal de 1000% dans le meilleur des cas, ou obtenir une place à Bercy aux frais, au fond de la Seine, avec les dossiers de Johnny et Florent, célèbres stars de la chanson en bisbille avec le fisc, en guise de lest fixé au pied. Les turboréacteurs Garrett du Falcon 900 sifflaient et poussaient le jet en bout de piste. Le chef du parti avait rendez-vous avec Jean-Claude, une figure légendaire de la cité phocéenne. L'ex-Massilia, fief historique des extrémistes de droite, ne pouvait échapper à un ratissage en règle du libéral le plus naturel après son dieu, le président des États-Unis. Il devait déballer ses inepties et accepter toutes les propositions, même les plus farfelues. Plus important, il devrait serrer un maximum de paluches sans jamais quitter son épiderme artificiel, le préservant des kamikazes porteurs d'agents chimiques mortels par simple contact charnel. Il se sangla sur son siège et abaissa la tablette qui lui faisait face. Le dernier modèle d'Alienware, marque d'ordinateur haut de gamme, était incrusté dans le dossier. Écran tactile, haute résolution, puissance de rêve, connectivité optimale, Nicolas afficha les derniers indices des principaux instituts de sondage. Son sourire carnassier, conséquence logique de sa caracolade en tête, s'effrita. En moins de 2 malheureuses semaines, José avait doublé son score. Selon les organismes de sondage, il était crédité à plus de 10%, voire 12%. Pas la catastrophe, mais l'alerte de niveau 1 était de mise. François en faisait les frais, mais tous les autres protagonismes de la course à l'Élysée étaient grignotés par le leader des paysans. Il était urgent d'agir. Le chimiste avait reçu ses instructions, son enveloppe garnie, simple à compte, et était sur place, sur le plateau du Larzac. Dans quelques jours, un événement médiatique sans précédent secourait la campagne présidentielle. Un malheureux empoisonnement, un tragique excès de moisissure. Nicolas bascula son siège en arrière. Ce dernier émit un craquement pareil à l'éclatement d'une amorce, un petit pétard. À la fraction de seconde suivante, 6 molosses baraqués comme des piliers de l'équipe de France de rugby avaient défouraillé leur crash pruneau homologué. Oh, oh, doucement avec les seringues, les gars. C'est que mon siège qui craque. Les décérébrés remisèrent leurs seringues et reprirent leur position. Leur patron put enfin ouvrir les différents dossiers que ses consultants en communication avaient élaborés sur chacun de ses futurs interlocuteurs, avec la besogneuse minutie de fourmis dociles. C'était du tout cuit. Il n'avait qu'à régurgiter l'immonde bouillie intellectuelle, promettre monts et merveilles aux élus locaux, au Pékin des Bouches-du-Rhône et à prétexter une surdité passagère mais handicapante si jamais un basané s'avisait de l'interpeller. Comme il bénéficiait d'une mémoire exceptionnelle, il apprit tout par cœur durant les 90 minutes de vol. Ensuite, il détruisit les dossiers et lança les programmes de nettoyage parfaits, comme le lui avait indiqué son conseiller informatique. La nouvelle avait explosé bien au-delà des frontières. La planète était consternée, abasourdie. José avait été empoisonné par du roquefort trop moisi. Quand la plupart des peuples furent plongés dans la tristesse, les Américains s'empressèrent de mettre l'accent sur les dangers manifestes des fromages au lait cru. Ils décrétèrent un embargo général sur les produits frais français, une barrière économique de plus dont la France, fantôme de cette gloire passée, n'avait pas besoin. Nicolas jubilait dans son quartier général à l'abri des oreilles indiscrètes. L'altermondialiste hors jeu, le chemin de croix vers l'enfumage total du peuple français se muait en autoroute américaine, façon 2x5 voies. Il reprenait du poil de la bête dans les sondages et, cerise sur le gâteau, l'ogre d'extrême droite venait de passer devant Ségolène. L'assurance d'un second tour remporté haut la main, bénéficiant du même réflexe républicain qui avait propulsé l'actuel président à l'Élysée. François restait à bonne distance de Ségolène, et les autres protagonistes habituels, Arlette, Olivier, Marie-Georges, Philippe, Dominique, n'excédaient pas les 5% faditiques et couraient donc à la panique financière.
Thibault, l'homme de main, entra dans le blocos après avoir accompli toutes les formalités sécuritaires. D'ordinaire capable d'afficher une assurance à toute épreuve, il était aussi crispé qu'un premier ministre à triple goitre s'engouffrant pour la première fois de sa vie dans le métropolitain parisien. Nicolas prit son ton le plus condescendant et amical pour s'enquérir des nouvelles. Quoi? Qu'y a-t-il encore? Le chimiste a été réglé comme il se devait, non? Il veut une rallonge, cette enflure? S'il veut du blé, qu'il aille se faire voir. S'il veut se goinfrer, lardez-le de pruneaux indigestes. Non, non, pas de souci avec le chimiste. Il a même été chèrement payé pour le boulot qu'il a accompli. Bah pourquoi? J'ai enquêté à l'hôpital de Millau, histoire de voir si ces bouseux de médecins de campagne s'étaient doutés de quelque chose. Et? Ils n'ont pas eu le moindre soupçon, mais... Mais quoi? Accouche! Le corps de José a disparu. Disparu? Comment ça? La famille l'a déjà rappelé? Au bout de quelques heures? Selon toute vraisemblance. Ce qui est incompréhensible. Nicolas prit le recul nécessaire pour analyser la situation. La disparition du corps de l'ennemi public numéro 1, l'épouvantail des sondages, l'intriguait. Crédité de 14% d'intention de vote, José était devenu un présidentiable crédible. Ses amis de la Confédération l'avaient soustrait, c'était une évidence. Pour procéder à de véritables analyses psychologiques? Pour l'élever au rang de héros de l'antilibéralisme primaire? Pour faire éclater la vérité à une semaine de l'élection et éclabousser le pouvoir en place, avec d'inévitables conséquences sur sa propre candidature? Pas impossible. Retourne là-bas, remue ciel et terre, mais je dois savoir ce qu'il est devenu. Oui, patron. Le Malabar faillit s'étrangler en avalant son chewing-gum de travers. Les enquêtes n'étaient pas sa tasse de thé, il affectionnait plutôt l'intimidation, les phalanges cassées, les photos compromettantes, tout ce qui faisait plier les témoins gênants des parcours politiques qu'il avait encadrés. Il cogita autant que ses faibles capacités intellectuelles l'autorisaient. Direction l'hôpital de Millau, commençait à la source. Nicolas enfila ses pantoufles et s'installa devant le téléviseur avec un plateau repas frugal. Ses doigts virevoltèrent sur la télécommande. Il était près de minuit, l'heure du dernier journal de la nuit. Cette édition condensait les nouvelles déballées par le 20h. Sa brièveté en faisait un sous-produit télévisuel sans intérêt. Et pourtant, le journaliste entama le sommaire par une nouvelle sensationnelle, la publication du programme des altermondialistes pour la présidentielle. Une brochure disponible en papier, en braille ou au format numérique, rassemblant près de 200 propositions de réformes assez détaillées et leur mode de financement. Les grasses sociétés et les actionnaires plénipotentiaires avaient du mourant à se faire. Les amis de José n'avaient pas l'intention de rester les bras ballants. Nicolas ne put réprimer une série d'onomatopées. Mais, euh, bah, bah, comment ces cutéreux affichaient-ils des prétentions sans candidat? Ils ne recelaient aucun leader aussi charismatique que l'homme aux célèbres moustaches. S'agissait-il d'un communiqué de presse prévu de longue date, bien avant la tragédie orchestrée par les renseignements généraux et l'appui technique du chimiste? Pourquoi l'avoir maintenu? Pour semer le trouble dans l'esprit des Français? Pour les inciter à reporter leur vote sur des candidats tels qu'Olivier, Arlette, histoire de faire la nique au ténor du libéralisme? Ou au contraire, plonger les électeurs dans la perplexité et les éloigner des urnes, des bulletins de vote aussi creux que des marraines de l'Héron? Nicolas s'empara de son téléphone de poche et réveilla en trombe sa tête de turc préférée, la responsable de son pôle de communication. Le flash d'information n'avait pas échappé à la vigilance de la jeune donzelle, interdite de repos, de vacances, mais pas de fainéantise. Le patron voulut connaître sa précieuse opinion. Monsieur, pour publier un programme, il faut un candidat. À l'évidence, ils en ont un. Mais qui? Coluche ou l'abbé Pierre auraient fait l'affaire, mais ils ont rejoint le ciel. Gardez vos plaisanteries de collégienne pour vos ex-camarades de promotion. Je veux du concret, pas des suppositions. Mathilde, puisque tel était son prénom, reprit son sérieux et avança. Le protocole de campagne présidentielle impose de déclarer un nouveau candidat et de partir une nouvelle fois à la chasse aux signatures de soutien. José avait opté pour la démarche inverse, collecter les soutiens et se déclarer une fois ceux-ci obtenus. Ils n'ont pas le choix, et ils doivent démarcher une nouvelle fois les élus convaincus initialement. C'est seulement à l'issue de cette procédure stricte qu'ils auront le droit de présenter leur programme à la presse. La conclusion logique s'impose d'elle-même. Soit deux candidats ont été prévus dès le départ, un peu à la manière des élections américaines, avec un remplaçant qui a reçu l'assentiment des élus locaux, soit... Oui, soit José est bel et bien vivant. C'est rigoureusement impossible. C'est un solide gaillard, un homme de la terre, habitué à la rudesse, à la santé robuste. Mais enfin, son certificat de décès a été signé par le médecin légiste. Une autre voix s'incrusta à la conversation. Le légiste en question est un cousin de José, au 3e degré par alliance. Thibault venait de faire une entrée en scène pour le moins théâtrale. Que dites-vous? Ce praticien a signé un papier bidon.
J'ai eu du mal à lui faire cracher le morceau, mais il a fini par avouer face à la scarification de son appareil génital. Épargnez-moi les détails. Où se trouve José? Il l'ignore, mais celui-ci était bien vivant au moment où des commandos d'attaque l'ont soustrait au corps médical. Contactez les renseignements généraux, la préfecture de police, le département de surveillance du territoire, qui fouille le moindre établissement hospitalier, la moindre clinique et qu'on achève ce type avec promptitude. Oui, monsieur. Nicolas redoutait le pire. L'ours l'arrête au fond du palais présidentiel. Il y avait anguille sous roche, une sardine qui bouchait le port de l'angoisse, un noble chevalier au tableau. José, vivant, retranché, capable d'avoir pris le maquis pour mieux téléguider ses frappes chirurgicales sur les programmes désertiques de ses ennemis. L'hypothèse, la tournure la plus inattendue, l'angoissait. Cette nuit-là, il veilla, incapable de fermer les yeux, pétri de sombres pressentiments. Un coup de fil matinal tira Nicolas de son sommeil inconfortable. Le téléviseur ronronnait. Ses écrans se paraient de neige carbonique, vestige de l'ère bénite où les hivers ressemblaient à des hivers, avec Frima et Verglas. Il prit la communication. Monsieur? Thibault? Vous savez l'heure qu'il est? Oui, monsieur. 4 heures du matin. Et depuis 15 minutes, une vidéo circule sur le net. Que montre-t-elle? José, en parfaite santé. La belle affaire. Une opération manigancée par ses supporters pour honorer sa mémoire. Non, monsieur. Il décrit son programme en détail et annonce avoir pris le maquis jusqu'au premier tour des élections. Il a lâché quelques éléments formels comme un journal du jour pour authentifier la vidéo. Il paraissait affaibli, mal en point. Où se cache-t-il? Je l'ignore, mais d'après les renseignements généraux, la vidéo a transité par tant de serveurs sur la Terre qu'une armée de Microsoft ne suffirait pas pour le débusquer. Il va mener sa campagne à distance, terré. Il va jouer de l'effet Viktor Yushchenko, le président d'Ukraine, victime d'une tentative d'assassinat. Merde! Les instituts de sondage revoient leur stratégie. Je m'en fous. Il faut le débusquer de sa tanière et lui faire bouffer des OGM par tous les trous. Passer de Larzac au bulldozer s'il le faut, mais trouvez-moi ce trublion. Le boss explosa son mobile contre le mur du salon. Les débris s'éparpillèrent au sol de manière étrange. Il s'éloigna pour embrasser la vue dans son ensemble. Il frissonna. Une croix. Pas n'importe quelle croix. Une croix de Lorraine. Le vieux là-haut le désapprouvait-il ou l'encourageait-il à poursuivre ses desseins? Faire de la France le larbin de la famille Bush? Ce n'eût certainement pas été du goût de l'auteur de l'appel du 18 juin 1940. Le discours, un appel à la révolte citoyenne du peuple français, incrusté sur fond de programme officiel, avait eu raison des maigres forces du leader de la Confédération paysanne. José, soutenu par 3 camarades samaritains et salvateurs, comprenait des arracheurs de plants de maïs aux OGM, fut extirpé du studio de télévision improvisé dans une pièce aveugle. Il regagna un fauteuil roulant poussé par un infirmier blond aux yeux bleus, taillé dans un iceberg, et sombra presque aussitôt dans l'inconscience. L'empoisonnement dont il avait été victime aurait pu avoir raison de lui s'il n'avait pas été de rude constitution paysanne élevée à la dure. Il n'avait dû son salut qu'à l'intervention providentielle d'un ami médecin, maire d'un village voisin, venu symboliquement ajouter sa signature à la longue liste détenue par José. Un instant entre la vie et la mort, il avait été déclaré mort aux grandes âmes des défenseurs de la terre, du goût et des traditions. L'organisation attaque l'avait soustrait au corps médical, au cas où la rumeur de sa survie ait donné l'envie au commanditaire du crime d'en remettre une couche. Conduit dans une clinique réaménagée pour lui prodiguer les meilleurs soins, José tentait de récupérer de maigres forces. Infatigable combattant pour le bien-être et défenseur de la condition humaine, il exigea qu'une assistante dévouée et amie lui lise pour une énième fois les différents articles des 200 propositions majeures de son programme électoral. Il tenait à peaufiner, affiner chacune de ses idées pour qu'elle adhère à ses idéaux, qu'elle soit économiquement réalisable et viable, et surtout qu'elle amène les Français à prendre conscience qu'il agissait pour le bien de l'humanité et en total respect de l'environnement. La jeune femme fut interrompue par Lars, un solide gaillard à la peau claire et à la tignasse rousse. Lars s'exprimait dans un français hésitant, mais se défonçait pour plaire à son idole, José. José, nous venons d'avoir un retour sur l'impact de ta apparition à la télévision. Les Français ont été très émus et se déclarent prêts à accepter de nombreuses propositions que tu as faites. Mieux, des améliorations déboulent en masse sur notre serveur internet. Et les pourris qui ont essayé de me faire taire. On ne sait rien d'eux hormis un code. OGM. OGM? Ils ont voulu s'en prendre au seul homme qui les combat. Pas sûr. Une recherche sur internet parle d'un projet secret américain qui manipulerait les esprits grâce à des organismes génétiquement modifiés.
un gène qui changerait le comportement économique des hommes. José frissonna et s'effondra sur sa couche. L'expérimentation animale et végétale ne suffisait plus. Ces abrutis de l'équipe à bouche voulaient se muer en apprentis sorciers et dictateurs. Avec un peu de déveine, ils exportaient déjà leur merde en France. La sourde colère qui monta en lui rendit l'énergie de combattre. Pour éradiquer ces saletés d'organismes génétiquement modifiés, José et ses copains avaient l'habitude d'arracher les plants tripatouillés par des apprentis et de les détruire par les moyens les plus radicaux mais non polluants. Mais pour des humains contaminés, comment agir? Comment leur rendre leur séquence ADN originelle? Et quelle partie de leur humanité avait été bouleversée? Lars, continue tes recherches, c'est vital. S'ils expérimentent sur le genre humain, plus personne n'est à l'abri. Je vais faire mon maximum, José. En attendant, repose-toi et ne te montre pas. Tu as beau être à 1000 lieues de la place où ils te cherchent. Ton visage n'est pas loin d'être aussi connu que celui du regretté commandant Cousteau. Une indiscrétion, une journaliste, et les tueurs fleureraient une nouvelle piste. Je ne vais tout de même pas faire campagne depuis ma cachette. Rappelle-toi du général de Gaulle. Il a organisé la résistance et a forgé sa légende depuis Londres. Aujourd'hui, nous avons Internet pour réagir à la vitesse de l'éclair, la télévision pour relier. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas en état de battre campagne en arpentant tout le territoire français. Ils t'ont diminué, ils t'ont forcé à changer de stratégie. L'essentiel est que tu aies recouvré tes forces le soir du premier tour. José se renfrogna derrière ses légendaires moustaches. Mais au fond de lui, il savait que son assistant, camarade et ami Lars avait raison sur toute la ligne. Planqué en pleine campagne islandaise, dans une petite clinique anonyme, il était à l'abri des malades mentaux qui avaient voulu éradiquer la menace qu'il faisait peser sur les urnes. Il s'adossa avec peine contre son oreiller bien tassé et s'empara d'un journal satirique français. Un peu de lecture avant de sombrer dans un sommeil inévitable. Les idées étaient claires, mais le poison avait agressé l'organisme avec sévérité. Nicolas explosa le clavier de son ordinateur portable d'un seul coup de poing. Il se traînait à 25%, Ségolène plafonnait à 20, l'ogre à 16, mais José, le fantôme, le dur à cuire, le miraculé, pointait à 17% à 2 mois du premier tour. C'était inconcevable, hallucinant, un véritable non-sens. Comment autant de crétins de Français pouvaient-ils ne pas envisager de glisser son nom dans les urnes? Mais quelle aberration! Poing serré, à s'exploser les phalanges, il ne raisonnait plus, il pestait. José était invisible et se classait à 3 points de Ségolène. Le second tour lui tendait les bras et il se terrait dans sa cambrouse à la noix. Que se passerait-il si cette énergumène, cette grande gueule au grand cœur, mais aux idées précises et au moral en acier trempé, lui était opposée au second round? Tous les sondages donnaient l'homme de droite vainqueur face à l'ogre, réflexe publicien oblige, et face à Ségolène, réflexe machiste et misogyne des Français. Aucun des ténors du sondage n'avait devisé sur cette impensable tête d'affiche. Nicolas la redoutait. Thibault, l'homme de main, n'en menait pas large. Ses talents le cantonnaient aux pressions, aux menaces et aux négociations musclées à sens unique. Ce muet un redoutable enquêteur n'était pas dans ses cordes. Il avait fait chou blanc. Sa démarche de gorille et ses questions agressives, répétitives, avaient attiré l'attention de quelques journalistes. De là à devenir persona non grata, il n'y avait qu'un pas. Où est-il, cet enfoiré cutéreux? Je ne sais pas, patron. Je n'arrive pas à mettre la main sur la moindre piste. Il s'est volatilisé. Et puis il y a un os. Je suis repéré. Des journaleux à scandale me collent aux fesses. Tu fous qu'en 3 semaines en congé en Corse, tu fais tes bagages. Patron, je n'ai pas les moyens de me payer de telles vacances. Et l'argent des adhérents au parti, c'est fait pourquoi, bourre d'andouille? File la comptabilité hors de ma vue. L'apprenti gangster dégagea sur le champ. Avant de passer à la caisse, noir, était-ce utile de le présider, il vérifia son artillerie personnelle. La Corse étant par définition truffée d'ennemis de Nicolas, il s'en trouverait inévitablement des physionomistes qui associeraient sa tronche à celle de son employeur. Tout à coup, Nicolas eut un trait de génie. Il siffla une douzaine d'assistantes mini-Juppé, et non mini-Alain Juppé, et donna ses ordres. Allez à l'INA et visionnez toutes mes interviews, déclarations, émissions. Récoltez tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une idée, à une proposition de réforme de loi, même les trucs les plus insensés. Que va-t-on faire, patron? Questionna la plus futée d'entre toutes, mais pas la moins gironde. Un programme que nous allons publier. Les femmes s'extasièrent. Waouh! Nicolas venait de trouver la parade pour enrayer l'érosion. Être le second à proposer un programme. Il serait démagogique, irréaliste, fondé sur une croissance utopique, sur le léchage de bottes aux États-Unis et sur l'exploitation totale des masses salariales. Quant au financement, il appliquerait la bonne vieille recette. Il creuserait les déficits en tirant un bras d'honneur à l'Europe et aux banques
et il casserait les tirelires des ménages aux revenus modestes. D'un coup, il se sentait requinqué. Catimini, une brune demanda à une blonde. C'est quoi l'INA? L'Institut national de l'audiovisuel, évidemment, fit la blonde. Enfin une justice pour les blondes trop brocardées. Le sondage tant redouté venait de tomber. Dans le cas d'un affrontement José et Nicolas au second tour, l'altermondialiste serait battu d'une courte tête, très courte tête. Le leader de la droite ultralibérale ne pavoisait pas, bien au contraire. Gagner avec 50,30% de voix, c'était jouer dans un mouchoir de poche. Pas assez de marge de manœuvre. Il n'avait pas le choix, il devait lécher les bottes claquantes de l'ogre et chasser sur les terres du centre. Il devait les inviter, tour à tour, en leur faisant miroiter des places dans un hypothétique gouvernement d'union nationale et les gaver d'OGM. Il n'avait plus que 3 semaines pour agir. Il donna ses ordres, passa les consignes. Opération charme tous azimuts. La cible prioritaire, c'était Ségolène. Il fallait en faire une ultralibérale forcenée, que le caviar lui sorte par les trous de nez, qu'elle boursicote comme une dingue, qu'elle prenne des parts dans des sociétés high-tech et qu'elle se propose de taxer tout et tout le monde. Bref, il fallait absolument qu'elle pousse son mari à causer en public pour démoraliser les forces de gauche. Il devait leur concocter un déjeuner où la dose OGM serait maximale. Naturellement, il convoquerait la presse sur le perron de la place Beauvau, et là, il laisserait l'égérie féminine de la gauche, flanquée de son ours balourd, s'incluer dans les questions pièges des journalistes en mal de petites phrases, et balancer quelques bouchismes bien retentissants qui la feraient reculer dans le classement général. Décrédibiliser la candidate, c'était empêcher un certain report de voix au second tour sur José, l'ultime rempart contre les libéraux. Une stratégie de sous-marinage qui avait 1000 fois fait ses preuves par le passé. Il lança personnellement ses invitations après avoir composé le menu avec le chef complice. Les pseudo-gauchistes friands de bonne bouffe gratuite ne se gêneraient pas pour venir s'attabler. Il était près de 20 heures. José, de retour de sa retraite islandaise, à l'abri des éventuels attentats fomentés par les protecteurs des gros actionnaires se goinfrant à coups de dividendes, avait regagné sa maison écologique. Il était rétabli. Une haie d'honneur de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de vendangeuses et autres engins agricoles l'avait accueilli en héros. Elle formait également un infranchissable cordon de sécurité autour de la propriété du sérieux prétendant à la course présidentielle. Les chasseurs de scoop étaient tenus en respect par des chasseurs tout court, dont les vieux tromblons avaient été chargés de cartouches au gros sel de Guérande. Tant qu'à plomber le croupion de paparazzi, autant les habituer à la qualité. Tous les proches de José croisaient les doigts. Ses chances de figurer au second tour ne relevaient pas de la science-fiction. L'explication tenait en un prénom, Ségolène. Une fois plus, elle s'était exprimée en public, et comme à son habitude, cela avait tourné à la Bérésina, et les journaux télévisés, à scandale, radiodiffusés ou émis par Internet en avaient fait leur gorgée chaude. Tout était arrivé à l'issue du repas organisé par Nicolas au ministère de l'Intérieur. Ségolène, suivie comme son ombre par son encombrant mari, les bras chargés de sacs remplis de cadeaux, n'avait pas pu se priver de quelques déclarations à l'emporte-pièce face à la meute de reporters en embuscade. Quand quelques futés et avisés intervieweurs la questionnèrent sur les mesures concrètes de son hypothétique programme, elle argua qu'elle ferait le maximum pour provoquer la croissance, par tous les moyens. De fait, certains demandèrent des précisions. S'allumant une clope devant l'Assemblée et vidant son cendrier de voiture dans la cour de la place Beauvau, elle prétendit vouloir abroger la loi Evin sur l'interdiction de fumer, indiqua que les fabricants de cigarettes auraient le droit d'installer des distributeurs automatiques dans les enceintes de collèges, lycées, facultés et même en primaire. Toujours en matière de réforme scolaire, elle était disposée à remplacer les cantines et autres self-service par des fast-food McDonald's, à instaurer un régime carcéral pour les élèves les plus récalcitrants, traités par des fonctionnaires de police recrutés à l'occasion et servant de juges et d'exécuteurs. Les professeurs n'étant pas assez rentabilisés à ses yeux, elle se proposait de les faire travailler en 3 fois 8 heures par jour pour maximiser l'indigestion de connaissances dans le cerveau des branquignoles de service, foutant le bazar au fond des salles de classe. Dans la série des annonces à effet garanti, elle voulait réunir l'environnement, l'industrie et l'énergie en un seul ministère. Le hic, c'est qu'elle escomptait confier la gestion de ce portefeuille au président du plus grand groupe pétrolier français, trustant ainsi l'hypothétique développement des énergies renouvelables. Son futur gouvernement se dessinait d'ailleurs comme un échantillon représentatif du haut patronat français et même américain. Et comme il n'y a pas de petit profit, elle se proposait même de rouvrir les maisons closes. Face à un parterre de journalistes, attachés de presse et autres personnages clés de l'information, elle paracheva le tableau grâce à son ineffable et encombrant compagnon. L'un des sacs en plastique masquant les nombreux cadeaux reçus de Nicolas, en gage de bienveillance, céda sous le poids de la marchandise.
Une lourde boîte de 2 kilos de caviar roula sous les yeux, l'électronique des caméras, des appareils photo qui ne manquèrent pas d'immortaliser la scène. Aux yeux de la France populaire, de ceux qui se réclamaient de l'esprit de Léon Blum, de Jean Jaurès, la candidate était grillée. Quant aux scélérats, aux usurpateurs, qui affirmaient d'un ton péremptoire perpétuer l'esprit du général de Gaulle, ils ne dupaient plus personne depuis des lustres. 19h59, le suspense était à son comble. La journaliste vedette prit la parole, effectua le rituel décompte final et annonça le résultat. Nicolas arrivait en tête avec près de 25% des suffrages. José était second, à 19%. L'ogre de l'extrême droite le talonnait à 18%. Ségolène plongeait à moins de 15%, ce qui constituait une déculottée jamais atteinte dans l'histoire du plus puissant parti de la gauche. Les autres résultats vinrent très rapidement. François réalisait un score moyen, et toutes les factions de droite cumulées ne donnaient pas l'assurance d'une victoire de Nicolas au second tour. Au quartier général, dans le bunker, le chef des ultralibéraux arborait le masque des mauvais jours, malgré une liesse triomphante de son état-major. Il n'avait pas creusé l'écart escompté. En dépit des traitements successifs aux OGM, de ses bornes naturelles, de son boulet de compagnon, Ségolène avait cristallisé des votes de gauche aveugles. Encore trop. Les plus lucides avaient jeté leur dévolu sur José et le résistant, le survivant, le maquisard. Nicolas avait beau faire et refaire les comptes, il devait aller à la pêche aux voix d'extrême droite. Ses électeurs étaient très versatiles, imprévisibles. Même si les théories extrêmes ne lui déplaisaient pas, il n'ignorait pas que chaque tentative de rapprochement n'échapperait pas aux foudres des journalistes et écornerait son image de marque. Mais une autre idée diabolique germa dans son esprit retorse. Dans le Larzac, l'heure était à la fête. José était le plus heureux des hommes. Pour la première fois de sa vie, il sentait entre ses mains se concrétiser les leviers qui lui permettraient demain, peut-être, enfin, de rendre à la terre un peu de sa dignité. Même s'il devait lancer la France seule dans le combat pour la terre, pour l'authenticité, pour l'autonomie, pour la préservation de ses maigres ressources minières, pour le recyclage, il releverait le défi et appliquerait à la lettre son programme, et nul poison ne viendrait l'en empêcher. Entre les deux tours de la présidentielle, ce fut comme au début de la Seconde Guerre mondiale. Une drôle de guerre où, en théorie, les hostilités étaient ouvertes, la déclaration clairement éditée par les belligérants, mais où rien ne se passait. L'entre-deux tours prenait la même allure, les camps en présence s'observaient, cherchant la faille, la bévue à exploiter. Nicolas négociait une certaine bienveillance de l'ogre, cherchait le compromis sans la compromission, difficile exercice d'équilibrisme sur un fil tendu au-dessus d'un précipice. À 4 jours du dimanche fatidique, ce fut le coup de théâtre. Ségolène appela les électeurs qui avaient glissé son nom dans l'urne à reporter leur voix sur l'unique candidat qui, à ses yeux, pourrait défendre l'économie française. Nicolas. Ce dernier n'en crut pas ses oreilles. Une telle aubaine, une manne de voix tombée du ciel. Plus besoin d'aller courtiser l'ogre et de dévoiler sa véritable nature. Les OGM avaient transformé l'égérie socialiste en clone de Margaret Thatcher. Un succès annoncé grâce aux inventions américaines. José tombait des nues. Chaque discours, chaque parole de Ségolène lui avait semblé n'être que des coups de poignard dans la politique sociale dont il rêvait. Les derniers sondages des instituts lui prédisaient un flop, un sombre avenir. L'issue était mathématiquement démontrée par les plus grands statisticiens. Le grand soir arriva enfin. Nicolas, face aux caméras postées dans sa banlieue chic, affichait un sourire carnassier. José, au milieu de ses chèvres, assis sur un simple tabouret, lissait sa célèbre moustache avec une nervosité non dissimulée. Un vidéoprojecteur retransmettait le journal télévisé sur un mur blanchi à la chaux. 2 paires d'enceintes distillaient le taux d'abstention. Autant ils avaient été sans précédent au premier tour, autant les Français étaient mobilisés en masse ce dimanche. Que signifiait ce sursaut républicain? Un kaléidoscope formé des visages des deux prétendants se dessina sur les écrans. Les parcelles du puzzle dansèrent jusqu'au décompte final. Les traits du nouveau président se dessinèrent. Front buriné, pas doigts marqués, moustache proéminente. Une clameur monta sur le plateau du Larzac et s'amplifia dans toutes les causes, dans l'Aveyron. La France entière se leva pour saluer un miracle. Le peuple des sans-grades, des déçus, des sans-espoir, s'était mobilisé pour appuyer le projet d'un homme à la volonté de fer, un défenseur de l'humanité, un croisé bataillant contre les dérives de la folie scientifique, un croyant en des valeurs autrefois maîtresses. Les flashs crépitèrent, les faisceaux de lumière immaculée se focalisèrent sur les yeux rougis de José, sous le coup de l'émotion. Nicolas sursauta dans son lit en loupe d'orme taillé sur mesure.
Il poussa un tel cri de fureur que ses gardes du corps de faction à l'extérieur de la chambre crurent à un attentat. Ils débarquèrent flingue en main dans la pièce sur le qui-vive. Leur boss les rassura. Il était trempé de sueur, agité, la gorge sèche. Un cauchemar. Il avait fait une saleté de cauchemar. José président, quelle hérésie. La France n'était pas prête de se mettre au vert, au développement durable, à l'écologie, au partage équitable. Il en faisait le serment. Il se leva et fila droit vers la cuisine. Il avait une soif inextinguible. Ce fichu cauchemar. Il avait dû avaler en rêve des tonnes de roquefort produits par la figure de la Confédération paysanne. Il avait bu la mer et ses petits poissons pour se désaltérer. Il prit un verre et le remplit d'eau du robinet. Il la but d'un trait. Elle avait un goût désagréable, curieux. Décontenancé, il se rabattit sur le réfrigérateur et ouvrit du pur jus d'orange de Floride. La fraîcheur de la boisson calma quelque peu son feu intérieur. La texture était inhabituelle, pâteuse. Il contrôla la date de péremption. Aucun souci de ce côté. Le goût bizarre, comme l'eau. Il croqua une branche de céleri, la mâchonna longuement pour s'imprégner de sa saveur. Il frissonna. Impression indéfinissable de déjà avalé. OGM. Et si tout était vrai?